Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast, l'épisode qui va entamer le chapitre des previews playoffs. Et oui, on vous avait déclaré sur Twitter être un peu fatigué, mais on n'a pas pu s'empêcher de vous faire des épisodes, des petites pastilles, série par série. Et on va donc commencer aujourd'hui à l'Est avec l'équipe de cœur de celui qui m'accompagne aujourd'hui. Comme on est sur des petites pastilles assez rapides, on ne sera pas 4, on sera rarement 3, on sera souvent 2. Et pour parler de ce Nets Sixers tête de série numéro 3, j'ai avec moi Amine, qui a fièrement mis la casquette Fila. Comment ça va, Amine? Ça va très bien. Écoute, le premier tour, c'est peut-être l'un des seuls moments où on va pouvoir être vraiment content. Donc, je suis content de parler de cette série. Ouais, le niveau on va bien évidemment en parler dans les prochaines minutes, mais le niveau de certitude, il est assez élevé là, Amine, sur cette série-là, quand même. Clairement. C'est l'une des séries, en tout cas des séries qui sont déjà, qu'on connaît déjà. C'est une des séries les plus déséquilibrées de tout temps, clairement. Effectivement, on a besoin de préciser qu'au moment où on enregistre, on ne connaît, le play-in n'a pas encore eu lieu, ou les play-in. Je vois le singulier et le pluriel, je ne sais pas quoi choisir, Amine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on est au courant seulement des séries 4, 5, 3, 6 à l'Est comme à l'Ouest. Amine et moi, on sera donc les hommes de l'Est, puisqu'on va parler de ce Sixers Nets et vous pourrez retrouver un peu plus tard la preview du Knicks Cavs. Alors, vous devriez le savoir, pour ceux qui nous écoutent depuis très longtemps, on n'est pas très fan des previews, on va dire, classiques, le Factor X, etc. Ça nous ennuie un petit peu. Donc on a essayé un peu de mixer un petit peu tout ça avec certaines des problématiques qu'on aime bien mettre en avant chez Dunk Hebdo. Vous allez donc le découvrir avec le format de cette preview. On démarre, Amine, avec un petit résumé de la saison régulière, du coup, de l'équipe. Vous nous aviez entendu il y a quelques jours sur un format très très long de saison régulière avec toi, Amine, Constant et Gabin, et moi-même. Cette fois-ci, on va se concentrer sur les équipes de playoff. Amine, la saison des Sixers en 30 secondes, 1 minute, comment ça s'est passé? Alors c'est assez simple, hein. Il y a eu un début de saison assez poussif parce qu'il y avait les blessures un peu chacun leur tour, de Embiid, de Harden, de Maxey en début de saison, donc ça commençait de manière un peu poussive. Et puis, à partir du 1er décembre, notamment, on s'est retrouvé avec une attaque assez incroyable. C'est-à-dire qu'elle est première depuis le 1er décembre, en vérité. Une défense correcte, on va dire. Mais du coup, ça nous a porté à faire une très belle saison régulière avec même, assez rare pour le dire, des ajustements intéressants de Doc Rivers, même si en saison régulière, c'est pas là où il est le pire, notamment l'entrée de D'Anthony Melton pour une grande partie de la saison dans le 5 à côté d'Harden, qui a été un des facteurs les plus importants pour le passage de step des Sixers cette année. Du côté des Nets, je vais être celui qui va résumer la saison des Nets. La saison des trades un peu, Amine. Du coup, on avait commencé cette saison du côté des Nets qui avait connu un été mouvementé et finalement est arrivé ce qui est arrivé. Donc le trade à la fois de Kyrie Irving et le second trade, celui de Kevin Durant le 9 février dernier. Depuis, on est sur une équipe qu'on avait cru passagère, ou en tout cas on pensait que d'autres trades allaient être mis en avant. Ce n'a pas été le cas, donc beaucoup de responsabilisation de joueurs qui étaient des role players, notamment le plus connu à l'heure actuelle, c'est Mikal Bridges qui fait une très bonne fin de saison. On en a parlé dans le dernier épisode sur la saison régulière. Mais le bémol, c'est que malgré ce statut de belle histoire, quand on regarde les Nets un peu plus dans la précision au niveau des stats depuis justement ce fameux trade, c'est la 22e équipe au net rating et globalement, si on regarde justement les net ratings depuis ce trade, les 10 derniers ne sont pas en playoff. Donc, globalement, c'est une équipe qui, sur la fin de saison, joue comme une équipe qui devrait rater le play-in de peu. Donc, ce qui va amener, et on va vous l'expliquer dans la suite de l'épisode, une série qui devrait être assez déséquilibrée. On va en parler. Amine, on va entrer dans une partie purement Dunk Hebdo. Du coup, il y a quelques épisodes phares dans l'histoire de Dunk Hebdo qu'il faut avoir peut-être écouté pour comprendre notre manière de réfléchir. Un de ces épisodes, c'est celui de fenêtre de titre. Donc, tout simplement, cette idée de la fenêtre qui s'ouvre, se refait un peu, se réouvrir parfois. Et on va chacun, du coup, voir ces deux équipes. Alors, on va être honnête, la question se pose davantage pour les Sixers. Amine, est-ce que la fenêtre de titre des Sixers, elle est ouverte, selon toi, à l'entame de ces playoffs? C'est une très bonne question et c'est une question très difficile à répondre. C'est-à-dire que oui, oui, elle est ouverte. Seulement, elle est ouverte à tellement de conditions que ça commence à être difficile d'y croire.
disons que forcément elle est ouverte parce que quand tu as, disons, un des meilleurs duos de la ligue ensemble dans la même équipe et un duo complémentaire avec un jeu qui correspond beaucoup aux playoffs, c'est-à-dire beaucoup de demi-terrain, beaucoup de pick and roll, beaucoup d'isolation, des role players qui sont censés apporter ce que doit être un contender. Oui, actuellement, Philly a une fenêtre de titre. Est-ce que il y a beaucoup de chances qu'elle se concrétise? Ça, c'est une autre question, mais ils sont dans leur fenêtre de titre. J'aurais tendance à dire que oui aussi. On est sur ces équipes où je pense que les Sixers auront besoin d'une blessure d'une autre équipe quelque part, Amine, pour passer. C'est D'accord. ça. C'est une des conditions, je pense, que tu avais imaginé. Et surtout, on en parlera un peu plus tard. Enfin, j'en parlerai, mais je pense que c'est un sujet qui sera abordé. Il faut qu'il soit épargné par les blessures et surtout Joel Embiid. Hein. J'ai été revoir l'historique en playoff, mais Joel Embiid, à l'exception de 2020, la campagne 2020, qui s'est terminée par un sweep dans la bulle face aux Celtics, à chaque fois que les Sixers ont passé un tour, sur toutes les campagnes de playoff, ils ratent au minimum un match. Et autant sur ce premier tour, on va l'expliquer, si Embiid venait à manquer un match, je pense pas que ça soit rédhibitoire pour les Sixers. Sur les tours prochains, je pense pas qu'il soit il ait la possibilité d'en rater un seul. Je pense qu'ils sont ça va trop être sur le fil du rasoir. Donc, j'ai tendance à dire qu'elle est semi-ouverte. On verra d'autres équipes dans ce cas-là où il faut un ou deux petits éléments, une blessure adverse ou une contre-performance adverse pour que ça s'ouvre vraiment, je pense. Ouais, je rajouterais juste pour qu'elle s'ouvre vraiment, tu as parlé du nombre de matchs qu'il faudra pas qu'il rate, Joel Embiid, mais aussi du nombre de minutes. On va avoir besoin de Joel Embiid et James Harden à quasi 40 minutes par match sur cette série, enfin pas sur cette série justement, sur cette campagne de playoff. Et ça, il enchaîne beaucoup les matchs, Joel. On s'inquiète presque plus de Harden du côté de Philadelphie parce qu'il commence un peu blessé, mais c'est quand même une interrogation. On est d'accord. Eh bien, on en a parlé. On va ensuite continuer, Amine, avec une... Philosophiquement, Dunk Hebdo, c'est quoi? C'est les meilleurs joueurs d'une série. Nous, on parle de ça. Alors oui, les joueurs de banc, c'est parfois intéressant, mais il n'empêche que ce qui fait la décision très souvent en playoff, ce sont les meilleurs joueurs d'une série. On va donc vous présenter pour chaque série, à chaque fois, les 3 meilleurs joueurs selon nous. Amine, je l'ai déjà annoncé, on parlera ensemble du Cavs Knicks. Beaucoup plus compliqué de déterminer les meilleurs joueurs dans celle-ci que dans la série dont on va parler maintenant. On est d'accord, Amine, le meilleur joueur de cette série, c'est Joel Embiid sans trop de débat possible. On est d'accord. Bien sûr. Sans débat, tout court. Sans débat. Le deuxième meilleur joueur de cette série, c'est James Harden, là encore sans débat. Évidemment. Le troisième, c'est Mikal Bridges à l'heure actuelle. Alors oui, ça c'est la petite question. Mikal Bridges ou Tyrese Maxey, j'ai envie de dire. Et j'ai quand même tendance à mettre Mikal Bridges dans le sens où ça dépend où on place la valuabilité de la défense justement. Et j'ai tendance à la placer haut, surtout sur un round de playoff. Donc je mettrais Mikal Bridges en troisième. Aussi, enfin, on le sait, j'ai un mini passif avec Mikal Bridges. On m'aurait posé cette question il y a peut-être 2 mois. J'aurais été moins affirmatif, mais je pense que là, Mikal Bridges est clairement le 3e meilleur joueur de cette série. Amine, je t'ai pas préparé à cette question, mais on est d'accord que sur les séries du premier tour que l'on connaît et même celles que l'on peut imaginer, c'est l'écart le plus abyssal entre le meilleur joueur d'une équipe et de la deuxième. Il n'y a pas de tête une série où il y a un tel écart entre le meilleur joueur d'une équipe et le meilleur de l'autre. Ouais, disons que si on imaginait par exemple une des séries les plus déséquilibrées qui pourrait se concrétiser, on pourrait imaginer un Bucks Raptors, mais même là, l'écart entre Giannis et Siakam, c'est pas du tout le même écart. C'est un écart qui est totalement différent. C'est clair que là, les Nets, ils sont très en dessous en termes du niveau de leur star, entre guillemets. On a un candidat MVP qui se classe dans le top 7-8. On ne va pas griller le DH20 face à un joueur, Mikal Bridges, qui fait une très bonne fin de saison, mais qui reste, on l'avait dit, un deuxième scoreur idéalement. Donc, qui est un joueur qui se classe 30, 50 dans la hiérarchie NBA. Donc, c'est vraiment, malgré la profondeur, on va en parler des Nets, c'est assez compliqué. Enchaînons sur les match-up clés, justement, Amine. Est-ce que le match-up clé, alors c'est facile de dire que c'est un match-up clé, mais qu'est-ce qu'on fait face à Joel Embiid du côté des Nets, Amine? C'est la grande question. Comment stopper Embiid avec ce roster?
Alors, Claxton, il a été sérieux dans tous les affrontements avec Joel Embiid. C'est un joueur qui est bon dans le côté faible au niveau de sa défense, donc ça c'est intéressant. Il a une bonne vitesse latérale, mais par contre, au niveau puissance pour le contenir, ça c'est pas possible, c'est juste pas possible. Les Nets vont devoir passer par de la prise à deux très régulièrement. Je pense que Philadelphie aura conscience qu'il faudra user justement de plus de Joel, de pourquoi pas plus de post-up, parce qu'il y en a beaucoup moins cette saison quand même, avec beaucoup de pick and roll, beaucoup d'ISO du côté de Philly. Là, c'est la série où allez, on abuse un peu du post-up et il va falloir jouer avec les prises à deux du côté des Nets. Et c'est plutôt une bonne chose quand on voit leur qualité au niveau défensif extérieur des Nets. C'est une bonne chose pour Philly qui doivent prendre à deux Joel, parce que ça libérera des joueurs, parce que sinon c'est plus compliqué au niveau des extérieurs. C'est vrai que c'est une équipe qui a, je pense, le potentiel pour close out très très fort. Enfin, ouais. Les Nets, autant j'ai critiqué leur attaque sur la fin de la saison, mais autant leur défense, sans être élite, parce que il y a des associations qui sont élites, hein, les Claxton, Bridges ensemble, ça fonctionne très bien, mais il y a toujours parfois des liens faibles, et effectivement, je pense qu'ils ont cette capacité-là sur les postes extérieurs à close out très vite. Après, je pense que Philly, alors si on met du crédit à Doc Rivers, peut-être que Doc Rivers aura cette idée, Amine, de faire beaucoup jouer aussi poste haut Joel Embiid, parce que poste haut directement, la prise à deux est beaucoup plus compliquée, et on a vu qu'Embiid c'est quelque chose qu'il aime bien faire, et là tu t'ouvres à la fois la possibilité d'enfoncer Nick Claxton, mais aussi de faire ce shoot à mi-distance qu'Embiid sur séquence peut avoir de la main très très chaude et peut écraser une équipe sur ce genre de confrontation. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ce qui sera quand même intéressant sur la match-up, c'est la défense d'Embiid sur Claxton, parce que c'est pas le joueur idéal pour lui. C'est un joueur qui joue beaucoup de transition justement, et du coup, la défense d'Embiid se fait plus sur du placé. Et faudra surveiller ça, même si bon, c'est pas Claxton qui inquiète réellement Philadelphie. Puis par rapport à Nick Claxton, là encore un joueur que j'estimais un peu théorique il y a un an. Il a fait une grosse saison défensive. Saison. Défensivement, il a pris vraiment, il a pris un step. Moi, j'ai toujours cette inquiétude avec un joueur qui est plus que médiocre, enfin qui est vraiment en difficulté sur la ligne des lancers francs. Je me demande dans un moment clutch si jamais d'un côté Nick Claxton est totalement vital pour cette défense des Nets, il y a aucune alternative. Vraiment, on rigolait toi et moi en off, mais si Nick Claxton se fait un petit bobo, la série est pliée en 4, je pense. Hein. Il n'y a pas trop de débat. Ah, vas-y, Amine, je t'en prie. Non, vas-y. C'est juste, je rajoute, il y a une éventuelle blessure, mais ce qui risque plus d'arriver, c'est les fautes aussi. Parce que face à une équipe de Philadelphie qui s'est fait spécialiste dans la provocation des fautes, justement, si Nick Claxton ne termine pas les matchs, ça risque d'être très compliqué pour eux aussi. C'est ça, tu as cet équilibre. D'un côté, il doit absolument être sur le terrain défensivement, parce que c'est le point fort de ces Nets New Look, cette défense, mais de l'autre, offensivement, c'est un joueur qui pourrait, alors je prédis pas du AK Claxton à un moment, mais je pense que c'est possibilité, ça pourrait arriver, et le fait, cet équilibre-là, c'est assez compliqué. C'est un élément dont on avait parlé un jour sur notre conversation, les pivots qui shootent, c'est le fan de Dwight Howard qui dit ça, qui shootent très mal au lancer franc, faut s'en méfier. Amine, moi j'ai mis aussi dans les match-up clés le demi-terrain des Nets, parce que clairement sur demi-terrain, si leur attaque est en grande difficulté, c'est que sur demi-terrain, alors d'abord c'est une équipe qui s'offre très peu de secondes chances. Au niveau des putbacks, par exemple, j'ai vu, ils sont 27e depuis le trade. Toutes les stats que je donne sur les Nets, globalement, c'est depuis le trade, parce que je considère que c'est plus la même équipe, donc autant se baser là-dessus. C'est une équipe qui est vraiment à flux tendu en attaque, tout en étant une attaque plus que moyenne, voire en dessous de ça depuis le changement, depuis la révolution, Michael Bridges, etc. Donc c'est une formule que je trouve assez précaire pour exister sur du basket de playoff, sachant que bizarrement, c'est pas non plus une folle équipe de transition en fait. Donc leur identité en attaque me fait un peu peur face à une équipe de Philly qui défensivement est très solide. Alors oui, ce qui est intéressant, c'est que en fait, on l'a un peu dit dans ta présentation des Nets, c'est que le classement des Nets n'est pas représentatif de l'équipe qui sont aujourd'hui en fait. C'est surtout ça. Et quand il va y avoir en fin de match beaucoup de ballons entre les mains de Spencer Dinwiddie, on sait très bien que c'est pas Michael Bridges qui va avoir vraiment la plupart des ballons dans les mains
en fin de match, ça va être Spencer Dinwiddie qui, depuis qu'il est au Nets, mais bon, c'est de toute manière des stats qui sont assez similaires, tourne à 46% en efficient field goal percentage, c'est pas très bien, on sait très bien. Et il y a, disons que il n'y a pas besoin de s'occuper de 15 joueurs du côté des Nets, enfin des 5 joueurs spécifiquement, avec un D'Anthony Melton sur Dinwiddie et un des ailiers, on imagine PJ Tucker sur Bridges. Au niveau attaque, tu les rends beaucoup moins dangereux. Et c'est là où je pense que les Nets vont avoir le plus de difficultés, encore plus que à contenir offensivement l'équipe des Sixers. Ça va être d'attaquer sur cette équipe des Sixers, qui est pourtant une défense qui n'est pas infaillible du tout. Même si elle est dans les top 10 défenses cette année. Pour comparer, sur le defensive rating, on est à peu près à 113. L'année dernière, Philly est à peu près sur les 110. Ils avaient un defensive rating 12e de la ligue. Cette année, ils sont 8e de la ligue avec un bien moins bon defensive rating. Et pour comparer, cette année, Memphis est 2e avec le même defensive rating que Philly l'année dernière, avec lequel ils étaient 12e. Donc c'est assez intéressant. Et du coup, oui, ça va être cette difficulté en attaque pour Brooklyn qui me semble compliquée. Tu parlais notamment des fins de match, ça ne manque pas sur les périodes clutch selon la NBA, donc plus ou moins de 5 points maximum d'écart, 5 minutes à jouer maximum. C'est la 28e équipe au net rating, les Nets post All-Star Game. Donc globalement, autour d'eux, on a 30e les Blazers, 29e les Pistons. Donc des équipes qui tankent globalement. Donc être dans cette posture-là, c'est assez compliqué avec notamment une attaque qui fonctionne plus. Donc moi, je t'avoue que c'est ça qui m'inquiète sur du basket de playoff, leur capacité à fonctionner sur demi-terrain. Surtout que notamment Michael Bridges, c'est un joueur qui prend beaucoup de mi-distance. C'est des shoots qui sont alloués peut-être sur du basket de saison régulière parce qu'on est plus dans une logique 3 points et tir au panier, mais j'ai un peu plus peur que ça soit mieux défendu sur du basket de playoff. Un autre match-up à mettre en avant, Amine? Ouais, alors c'est une match-up qui va dans le sens aussi de user de beaucoup de post-up pour Joel Embiid. C'est Harden vs les ailiers des Nets, tout simplement. Ça a toujours été des match-ups difficiles pour Harden de se retrouver face à des ailiers qui le prennent bien. Là, en l'occurrence, qui pourront notamment se passer James Harden. On a Michael Bridges, on a Dorian Finney-Smith et on a Royce O'Neal. Donc là, on est sur vraiment de l'élite défensif qui va beaucoup gêner un James Harden qui joue plus ou moins blessé pour le moment. Donc ça serait bien qu'il ne se crame pas trop sur cette série face à Brooklyn. Donc pour moi, l'idée de justement changer un peu le jeu, est-ce que le Philly en est capable? Changer le jeu par rapport à ce qui s'est passé en saison régulière et jouer plus de post-up, peut-être plus d'ISO que de pick and roll. C'est notamment parce qu'on sait que Joel Embiid joue beaucoup d'isolation justement, pas seulement en post-up. Du coup, c'est l'idée. Comment James Harden aussi va supporter aussi cette défense qui va être très dure sur lui et pas que sur lui, sur les extérieurs de manière générale, parce que l'une des autres forces offensives de cette équipe, c'est Tyrese Maxey, à savoir est-ce qu'il sera dans le starting five ou sur le banc, parce que en cette fin de saison, il a plus commencé de matchs. Donc on se demande si Doc Rivers ne compte pas le réinstaller au poste dans le 5 majeur pour les playoffs, ce qui selon moi ne serait pas forcément une bonne idée. Donc ça c'est une des grosses questions sur James Harden, sur les extérieurs. Les ailiers des Nets peuvent contenir au maximum les extérieurs de Philadelphie. C'est vrai qu'une des clés pour les Nets, s'ils veulent gêner, on va pas dire gagner, mais gêner dans cette série les Sixers, c'est clairement d'obliger James Harden à être un scoreur en fait. Et effectivement, ils ont les armes ils sont surarmés au niveau des ailiers. C'est pour ça qu'il y a peut-être une frustration du côté des Nets vis-à-vis du match-up, parce qu'ils prennent une des rares équipes dont le meilleur joueur n'est pas un ailier dans cette catégorie-là à l'Est. Donc effectivement, cette capacité-là, même si James Harden, alors je pense plus que ce soit le même joueur, mais notamment du coup, paradoxalement, dans sa période Nets, il y avait des séquences de playoffs assez rares où c'était une machine de guerre sur isolation. Ça reste un joueur très bon sur isolation, mais le profil des joueurs face à qui il va être mis en face sera compliqué à gérer. Après, pour ces joueurs-là, tu vois, Amine, je me demande aussi, alors ce sont des joueurs plutôt jeunes du côté des Nets, mais la capacité à
garder cet équilibre, parce qu'un joueur comme Michael Bridges ou des Dorian Finney-Smith sont des joueurs qui ont été dans leur vie précédente au NBA beaucoup moins responsabilisés sur du jeu offensif. Comment tu gardes cet équilibre entre ok, je vais être missionné sur un des meilleurs joueurs de l'équipe adverse et de l'autre, je dois assumer mon rôle en attaque. C'est une équipe qui est extrêmement difficile à conserver et je pense que ça sera une grosse adaptation, notamment en premier lieu pour un mec comme Michael Bridges. Ouais, carrément. J'ai rien à rajouter. Je pense même que Michael Bridges sera peut-être sur les 3 îles que j'ai citées celui qui sera le moins responsabilisé sur Harden si on veut vraiment le responsabiliser de la même manière que sur cette fin de saison régulière au niveau offensif. Est-ce que tu as d'autres match-ups à mettre en avant, Amine? Je crois que c'était tout. Ouais, c'est tout. Eh bien, on va enchaîner avec l'objectif de chaque franchise sur cette série. Alors, Giroud n'est pas là, ce n'est pas gagné, ce n'est pas les 3 points pour tout le monde, mais quel est l'objectif que peut se fixer chaque franchise? Alors, pour Philly, tu es le spécialiste de Philly, Amine, donc je vais te proposer quelque chose, à toi de me dire si tu es d'accord. Pour moi, c'est très simple, c'est ne pas perdre de temps, première chose. Deuxième chose, faire en sorte, justement, je l'avais un petit peu teasé, que Joel Embiid et James Harden sortent de cette série sans bobo, tout simplement. Et dernière chose pour moi, c'est ne pas se compliquer la tâche, en tout cas ne pas donner d'espoir à cette équipe des Nets qui pourrait, avec cette espèce d'émulation de role player, qui pourrait avoir un peu trop d'espoir rapidement. Clairement, il faut qu'ils sortent de cette série en 5, en ayant lâché un match où les Nets, on sait qu'ils ont ce profil-là, et pris feu à 3 points, et on fait un barrage à 3 points. Pour moi, c'est ça l'objectif, il faut sortir en 5 sans bobo. Ouais, j'ai pas grand chose à rajouter, hein, t'as tout dit. Je rajouterai juste un petit truc qui me paraît intéressant, même si j'ai de grands doutes que ce soit aussi dans les mêmes idées justement que Doc Rivers, c'est commencer à trouver vraiment son roster de playoff. Parce que le roster de la saison régulière, c'est pas un roster de playoff. Les 7e et 8e temps de jeu des Sixers sur la saison régulière, et de loin, c'est Shake Milton et George Niang. J'aimerais bien qu'on voit un peu plus à leur place justement de McDaniels, de Paul Reed, et pourquoi pas même de Daniel House, même si sa saison n'est pas bonne. C'est plus un joueur de playoff, j'ai envie de dire. Donc commencer à construire son 8-9 de playoff de manière intelligente pour la suite. Paul Reed le veut pieux. Mine de toujours demander Paul Reed, mais c'est vrai, effectivement, c'est l'occasion. Alors, sans diminuer les Nets, c'est aussi l'occasion je pense pas que tu aies besoin sur cette série-là d'amener Embiid à sa limite au niveau physique, et il faut que tu testes, et effectivement, de toute façon, tu devrais passer, tu sais que le tour d'après, c'est là où tu commences à jouer ta saison. Donc effectivement, il faudra un peu assainir les rotations. Du côté des Nets, Amine, c'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est avoir certaines réponses sur certains joueurs de l'effectif, sur leur capacité à, même si ça sera probablement qu'une série, avoir des réponses sur Michael Bridges, etc. Oui, dans l'idée, je sais même pas si c'est d'aller chercher des réponses, mais faire durer la série déjà au maximum, et accumuler de l'expérience, et avoir une idée peut-être un peu plus claire. C'est clair que, par exemple, t'as pas tort, si Michael Bridges nous faisait vraiment une grosse série, imaginons, en prenant les choses en main dans le 4e quart, ce genre de choses, ça pourrait en dire un peu plus sur lui, effectivement, surtout face à une équipe très sérieuse qui est, comme on l'a dit au début, un contender contrarié, mais un contender quand même. Donc l'idée, c'est de prendre de l'XP, de faire bonne figure, après quand même 2 saisons où on a plus parlé des Nets pour des dramas que pour autre chose, et justement jauger un peu cet effectif pour voir ce qu'il faudra faire à partir de la saison prochaine, les joueurs à retirer, les joueurs à garder, et autour de qui construire. Effectivement, avec ce gros groupe de role players, c'est un peu là la difficulté. On a vraiment mis l'axe sur les joueurs principaux, parce que tu auras plus de réponses sur Michael Bridges que sur certains autres joueurs du banc. Donc c'est le moment aussi. Bien évidemment, je pense que Michael Bridges, il faudra en tirer des conséquences uniquement si la performance est apocalyptique ou absolument étincelante. Si on est au milieu, si on est on va utiliser les pourcentages. Si on est sur les stats, si on est entre le 30 et le 70, je pense qu'il y aura pas de conclusion à faire. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Amine, avant d'en arriver au résultat final, au prono? Non, c'est tout bon. Alors, on va donner notre prono, Amine, mais je l'ai dit en off, on va donner notre prono en donnant une tendance, c'est-à-dire qu'on va donner un résultat. Par exemple, je me livre. Moi, je donne 4-1 Philly, et je suis plus sur une tendance
4-2 Nets, mais je suis vraiment à l'équilibre entre 4-2 Nets ou 4-0. Donc j'ai 4-1 Philly, peut-être tendance 4-2 Philly. Bah, c'est exactement la même chose, hein. De toute façon, je pense que là, on demande à peu près à n'importe qui, on a à peu près la même idée du prono de tout le monde. J'hésite entre le 4-1 et le 4-2. Je pense quand même que, étant donné les match-ups, étant donné tout ce qu'on a dit juste avant, je penche vers le 4-1 aussi, Philly, avec 3-0 au début, un match lâché et une petite frayeur dans le match 5, et ça se termine, je pense. Et des rotations mal gérées de Doc Rivers, c'est ça, du coup. C'est ça. Et du coup, par rapport peut-être le deuxième résultat, je suis assez d'accord avec toi, je serais étonné du 4-0 quand même. 4-0, ça reste dur à... J'y crois pas du tout au 4-0. Je pense qu'ils en prendront un. Faudra toujours surveiller, parce que chaque année, il faut se rappeler qu'il y a toujours un 4-0 qui se cache quelque part, et faudra essayer de le trouver. Par rapport aux résultats concrets, est-ce que tu penses, enfin, en tout cas par rapport aux objectifs qu'on avait mis qui étaient autres que le résultat bête et méchant, est-ce que tu penses vraiment que ça peut être la série où on économise du côté des Sixers, ou en tout cas qu'on commence à trouver des réponses? Est-ce que tu penses vraiment que Rivers aura l'intelligence de faire ça sur cette série? Alors, c'est une question, je pense que tu connais un peu la réponse, hein, parce que ma confiance en Doc Rivers en playoff est très basse. Surtout que je pense que pour se faciliter la tâche et gagner la série le plus vite possible, tu vas avoir besoin d'un Embiid vraiment concerné sur tous les matchs dès cette série. L'idée, ça serait peut-être plus, et encore, justement, j'y crois même pas. L'idée, ça serait plus d'économiser Harden, moi, je pense, sur cette série, et de, disons que Embiid, on a envie d'y croire cette année sur ce qu'il a montré en saison régulière, le fait qu'il a enchaîné, le fait qu'il se sente bien physiquement, ça se sent, de pouvoir compter sur lui. Alors, évitons de faire jouer 40 minutes dès cette série quand même, mais de compter plus sur lui, et pourquoi pas d'économiser Harden. Non, est-ce que ça, c'est ce que j'espère? Est-ce que j'y crois? J'y crois assez peu. Je pense qu'on va retrouver 20 minutes aussi de Shake Milton et de George Niang dans cette série, et que pourtant ils ne seront pas jouables dans la série d'après, qui sera probablement contre Boston ou Miami. Donc voilà, pas hyper rassuré. Ah bon, alors profitez-en, fans des Sixers, parce que là on a entendu Amine assez positif, 60% positif. La prochaine preview risque probablement d'être assez difficile parce que on vous imagine quand même passer. Enfin là, moi je serais très surpris que c'est quand même une des séries du premier tour qui se profile les plus déséquilibrées quand même, parce que on l'a dit, cette équipe des Nets c'est un faux 6. En réalité, c'est plutôt dans un monde idéal, ça aurait pu être une équipe de play-in et encore, mais là ils sont très très juste pour vraiment inquiéter les Sixers. Eh bien, on va terminer là-dessus. Amine, on est dans les temps, c'est parfait, on a pu parler de cette série entre les Nets 6e et Philly 3e. Vous avez bien compris qu'on voit vraiment Philly s'imposer sans trop de difficultés. On vous rappelle du coup de nous suivre sur les plateformes où vous écoutez votre podcast, sur YouTube également. Il y a beaucoup de contenu qui va sortir en préparation de ces playoffs. Amine, nous, on va se retrouver très bientôt pour une série 4-5. Maintenant, on va parler des Knicks et des Cavs, qui auraient dit il y a peut-être un an que ça allait être une des séries les plus intéressantes à suivre, tout simplement. Clairement, et une des plus indécises aussi. Exactement. Donc on se retrouve très vite pour celle-ci. D'ici là, on vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Salut. Ciao.